Aujourd'hui, dans Silicon Carnet, on parle de OpenAI qui vient de finaliser la restructuration la plus audacieuse de la Silicon Valley. Il passe d'une société à but non lucratif créée pour sauver l'humanité à une boîte prête à rentrer en bourse à une valo de 1000 milliards de dollars. On va demander à Engie et Ismail de Fint si c'est le trade du siècle ou l'étincelle qui va tout faire exploser. Neo, le robot humanoïde qui débarque chez vous en 2026 pour $500 par mois. One Time Technology promet un majordome qui plie vos chaussettes et s'occupe de votre lave-vaisselle. Le X, c'est que c'est un inconnu équipé d'un casque en VR qui contrôle le robot à distance. Valorant Moulet-Berthaud va nous donner son point de vue. Est-ce que c'est l'avenir du travail domestique ou le début d'un cauchemar? Et puis Sex Warfare dans la Silicon Valley, quand les espionnes chinoises et russes piègent les tech bros sur LinkedIn, les épouses ont des enfants avec eux et piquent 600 milliards de dollars de secrets par an. Jérémy Michel de Risk Intel Media est avec nous pour nous expliquer comment fonctionne la plus vieille technique d'espionnage du monde sur les plus grands génies de la tech. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France en direct de la Silicon Valley. Bon, c'est pas vrai, aujourd'hui je suis à Paris, mais bon. Votre émission commence maintenant. Avant de plonger dans les sujets du jour, un grand merci à vous tous qui nous écoutez chaque semaine sur YouTube ou en podcast. Votre fidélité, c'est ce qui fait vivre Silicon Carnet. Donc, si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ça nous aide énormément. Et pour ceux qui sont déjà abonnés et qui se demandent comment aller plus loin, vous pouvez rejoindre l'Hacienda sur Substack. C'est le nom de notre communauté. Qu'est-ce que vous gagnez en devenant membre? Vous avez accès à toutes mes notes de préparation. Tiens, je vous les montre d'ailleurs parce que généralement, je ne parle que de 30% de tout ce que j'ai noté pour préparer ces émissions. Et surtout, vous pouvez échanger directement avec moi et les autres membres de notre groupe sur WhatsApp pendant nos événements qu'on organise sur Paris. C'est grâce à l'abonnement Substack que Silicon Carnet peut continuer à exister. Donc, un énorme merci aux plus de 500 membres de l'Hacienda qui sont déjà là. Vous êtes formidables et si vous voulez nous rejoindre et faire partie de cette communauté qui débat au quotidien, le lien est dans la description. Pour rappel, Silicon Carnet, c'est tous les mercredis et les samedis à 8h30 du matin, pile au moment où vous prenez votre café. Allez, on attaque maintenant le premier sujet. Go yourself. On va parler d'OpenAI comme toutes les semaines. Non mais sérieux, j'en ai un peu marre de parler d'OpenAI. Non mais on est obligé à la fin. C'est quand il y a un acteur dans l'industrie qui est en train d'exploser. Et d'ailleurs, dans l'état actuel des choses, il y en a globalement 4 avec Nvidia, Google et Microsoft. On est obligé de revenir dessus parce que c'est quand même eux qui nous font danser le futur de l'humanité, quoi. Donc on va parler d'OpenAI. On enregistre cette émission, on est le 31 octobre. Mardi 28 octobre, OpenAI a enfin finalisé la restructuration tant attendue. Puis c'est une restructuration qui était plutôt audacieuse. En gros, OpenAI a été créé comme une non-profit, c'est-à-dire une société à but non lucratif. Et il fallait absolument qu'OpenAI devienne une société à nouveau à but lucratif. Alors, ils sont devenus une Public Benefit Corporation, cette fois valorisée 500 milliards de dollars. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'ils redeviennent à nouveau une for profit? Parce qu'ils arrivaient au bout de leur capacité de financement et que les investisseurs leur ont dit, écoutez, si vous voulez qu'on injecte du pognon, en l'occurrence SoftBank, il faut que vous deveniez une for profit, sinon on ne pourra pas réinjecter de l'argent, et de l'argent, ils en ont besoin. Et donc là, ça y est, visiblement, ça serait fait. Mais au-delà de cette transformation légale, c'est aussi une annonce, c'est pas une annonce, c'est une rumeur plutôt, celle d'une entrée en bourse à 1000 milliards de dollars pour 2026-2027. Engie, réaction, ça fait beaucoup pour une journée. Alors ça fait beaucoup pour la semaine. C'est vrai que on attendait quand même l'annonce au sujet de la restructuration parce que la liaison OpenAI et Microsoft et puis avec la fondation par-dessus dirigée par Sam Altman, on avait du mal à voir où ça allait arriver. Et c'est sûr que pour se financer et pour redonner l'argent, les profits aux investisseurs, il y a un moment, si tu restes une non-profit, il y a quelque chose qui va pas. Donc ça, on attendait ça. C'est vrai que la news de l'IPO, de l'entrée en bourse à 1000 milliards, ça a fait un choc, mais au final, pas tant que ça, parce qu'on sait que c'est les ambitions de Sam Altman. On sait à quel point
Le mec, il est dans la démesure et il a une ambition complètement mais un mégalo quoi, un peu, de se dire ouais, c'est complètement oui, ouais. Et donc il y va quoi. Et moi ça m'a fait penser à la blague, à la citation de La Cité de la peur, tu vois. On peut lever une fois 1000 milliards, mais on peut pas lever 1000 fois 1 milliard. Et en fait, c'est exactement ça qu'il fait. C'est qu'en fait, en levée de fonds, il faut prendre l'argent quand il est sur la table. Et en ce moment, je pense que tout le monde a envie de rentrer chez OpenAI. Donc c'est le meilleur moment de le faire et d'accélérer l'IPO au plus vite possible. Après, on peut revenir sur le montant en lui-même. Mais en tout cas, moi, c'est ça que ça m'a fait cette impression de dire, il sait qu'il y a de l'argent à prendre, il va tout structurer pour prendre l'argent le plus vite possible et advienne que pourra. Allez, petit tour de table, qui veut réagir et puis après on va rentrer dans le détail parce que j'ai plein d'infos à vous partager, super intéressantes pour regarder plus en détail cette annonce. Déjà, j'aimerais rappeler, mais peut-être que beaucoup de gens l'ont à l'esprit, mais j'aimerais rappeler qu'à la base, OpenAI, c'est comme son nom l'indique, pour but d'être une intelligence artificielle open source pour bénéficier au plus grand nombre. C'est-à-dire que la thèse de départ, et il faut pas oublier qu'il y avait Elon Musk, et j'y reviendrai un peu après, dans ce projet de départ, c'était de réussir en fait de faire d'OpenAI une plateforme justement non-profit pour faire en sorte que, en gros, l'intelligence artificielle de OpenAI, donc qui est devenue ChatGPT, soit une espèce de couche en fait de technologie dont tout le monde peut bénéficier de manière gratuite ou quasi gratuite et qui soit quelque chose que les gens puissent aller construire dessus et tout. Et après, derrière, devant l'ampleur du projet et du succès et aussi des embrouilles entre les différents fondateurs, parce qu'on sait qu'il y a un clash, y compris juridique, entre Elon Musk et Sam Altman, en fait, ça a créé une course à l'IA et au chatbot, mais une course y compris du coup financière, parce qu'en fait, c'est comme quand on voit deux armées courir après une technologie, entre guillemets, la première armée qui touche la technologie, elle bat l'autre. C'était un peu ce qui s'était passé, et on fait souvent cette comparaison-là avec l'armement nucléaire post-Oppenheimer pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, d'observer par rapport à ça, c'est comment une mécanique de ce qu'on appelle une embuscade mexicaine, c'est-à-dire quand tout le monde a les flingues un peu comme ça, en train de dire qui va tirer le premier, à partir du moment où quelqu'un tire, tout le monde tire. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé dans l'intelligence artificielle, où il y avait des gens qui avaient pas du tout besoin de ce type d'argent-là pour vivre, comme Elon Musk, qui avait sincèrement envie, je pense au départ, de créer un truc un peu, on va dire, non-profit, bienveillant, qui soit une technologie co-construite, on va dire, en public, tu vois, un peu un truc d'intelligence collective, et qu'à partir du moment où le premier a shooté en disant en fait, ça va juste être la course au meilleur modèle, là, tout le monde s'est armé à lever des fonds, et après, on discutait un peu en off, il y a Anthropic, il y a Perplexity, il y a le champion français Mistral que Carlos adore, et il y a maintenant Grok aussi, Gemini, et donc en fait maintenant tout le monde s'arme avec son propre chatbot, et du coup tu vas avoir selon moi trois guerres, une guerre technologique qu'aujourd'hui mine de rien OpenAI je trouve en train de mener et de gagner, une guerre de distribution, et là je pense qu'il faut considérablement pas enterrer Google, parce que je pense qu'ils vont être très 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 puissants. C'est chouchou d'Angie, ça. Et une guerre de hardware. Et la guerre de hardware, c'est Nvidia au milieu en disant « Hey, balancez-moi de l'argent, je suis bien ». Et donc en fait, pour moi, c'est les trois volets, on va dire, de cette baston-là, quoi. Avant de poursuivre cet échange, je voulais vous dire un mot de notre nouveau partenaire, Quorum l'épargne. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter depuis la France et que beaucoup d'entre vous s'intéressent au marché US. Eh bien justement, Quorum a lancé Quorum USA, la première SCPI qui investit directement aux États-Unis. En à peine un an, ils ont déjà investi à New York, en Californie et au Texas, avec un objectif de rendement non garanti au-delà des 7% en 2025. Une belle opportunité pour diversifier votre épargne sur le plus grand marché immobilier du monde avec un dollar faible et des prix attractifs. Et jusqu'au 31 décembre 2025, Quorum vous reverse un bonus de 3% sur votre placement immobilier en SCPI. Toutes les infos sur quorum.fr, corum.fr. L'investissement dans les produits financiers comporte des risques et n'offre aucune garantie de performance. Je remonte ce graphique qui est très intéressant, qui reprend un peu l'historique notamment de OpenAI et c'est vrai que l'histoire d'OpenAI, elle est jalonnée d'épisodes dignes d'une série Netflix, et je suis certain d'ailleurs que Netflix est déjà en train de travailler, ou HBO est déjà en train de travailler à cette série. Il y avait 6 fondateurs dans OpenAI au départ: Sam Altman, Zaremba, Brockman, Schulman, Susskiver et Elon Musk. Je vous renverrai à un autre épisode où on avait parlé, d'ailleurs je crois que tu étais là, Angie, de l'histoire un petit peu et de la relation
entre le Jedi Elon Musk et le jeune Padawan Sam Altman, qui lui-même deviendra Jedi et tuera le père. Mais au départ, ils étaient là tous les 6. Effectivement, comme tu le dis, c'est Elon Musk qui est parti le premier en cours de 2018 parce que cette mission de construire quelque chose pour l'humanité de façon ouverte, en fait, je pense que les 6 avaient cette vision-là au départ, mais ils se sont heurtés à la réalité de merde. On a besoin de plein de thunes pour construire ce truc-là. Et Musk nous a donné de l'argent, mais pas suffisamment non plus pour financer le projet qu'on est en train de bâtir. Et ils se sont vendus quelque part un peu leur âme au diable. On va le voir, on va en parler avec un grand sauveur qui est arrivé dans l'histoire, en l'occurrence Microsoft, qui arrivera et qui mettra 13 milliards sur la table. Entre-temps, effectivement, il y a eu des départs. Elon Musk était le premier, mais Ilya Sutskever, qui est un peu, pour moi, le génie du LLM, est parti 2024. Il sera suivi ensuite par John Schulman, qui lui doit rejoindre Anthropic d'ailleurs. Non, Schulman, il est parti chez Anthropic, il me semble. Brockman, lui, il fait un burn-out, il se met en congé. Apparemment, il est sur le retour. Zaremba est toujours là et Altman est devenu Jedi à la place du Jedi. Et même une employée clé qui est Mira Murati. Ah, Mira Murati, bien évidemment. Qui n'est pas une cofondatrice, mais qui était une personne clé parce que c'était la CTO, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, et qui est une tronche absolue et qui elle est partie pour des raisons un peu éthiques. Je sais pas si les gens se souviennent, mais il y avait eu un peu une forme de putsch autour de Sam Altman. Et finalement, Sam Altman est revenu. Ah, Sam Altman avait et quand été il est revenu, viré, les 3 autres sont partis, en fait. Soit le mois d'après, soit les 6 mois qui ont suivi, quoi. Non, mais c'est pour ça que ça mérite un roman, ça mérite une série. Jérémy. Ouais, c'est fou. Ouais, si je peux me permettre de réagir sur ce que vous venez de dire, alors je dois vous avouer que moi je suis pas du tout d'accord avec le récit qui est fait justement autour de la genèse d'OpenAI. C'est vrai que j'entends ce beau conte qui vise à dire oui, on voulait créer une IA ouverte, open source, blablabli, blablabla. Déjà, quand on regarde un peu ce que c'est que l'open source, c'est pas du tout quelque chose de réellement gratuit. Il y a toujours une valorisation commerciale derrière et même une volonté de dominer un marché. C'est la stratégie de Facebook d'ailleurs, de Meta justement, et même de Llama, de poser des standards pour dominer un marché. Et au-delà de ça, quand on regarde un peu les messages, je sais pas si vous vous souvenez, qui avaient fuité. Je crois que c'est Musk qui avait fait fuiter ça d'ailleurs sur X, les messages entre lui et Sam Altman au début de la création d'OpenAI. Leur objectif prioritaire, c'était, je vais pas dire de gros mots, mais on va dire de causer quelques problèmes à DeepMind justement, qu'ils voyaient comme le mal absolu. DeepMind, Google, c'est vraiment ça. C'est parce qu'en fait, Elon Musk avait vécu une soirée chez Larry Page, un des fondateurs de Google, où Larry est rentré dans une sorte de délire un petit peu mystique, à considérer que justement l'AGI pourrait devenir une sorte de dieu qui remplacerait Dieu. Et là, Musk s'est dit, putain, ils ont complètement pété un plomb, il faut créer une alternative. Et c'est de cette soirée qui est partie effectivement l'idée de faire un concurrent à DeepMind. Et effectivement, tu as raison. Parce que très rapidement là-dessus sur DeepMind, parce que les gens juste se rendent pas compte de ce qu'est DeepMind, parce qu'ils sont presque un peu perdus maintenant dans les autres intelligences artificielles et tout, mais c'était parmi les précurseurs. Le fondateur qui est Demis Hassabis, c'est un des plus grands mathématiciens du monde. On parle vraiment d'un type niveau Medai Fields, tu vois. Et eux étaient les premiers, en tout cas les premiers dans les big tech, à travailler sur les questions de réseaux de neurones et donc en fait d'intelligence artificielle au sens le plus littéral du terme, c'est-à-dire hors des questions de chatbot et tout, c'est-à-dire les questions de réseaux neuronaux probabilistes. C'est-à-dire en fonction du mot ou en fonction de la situation, quel pourcentage de chances que la personne me demande ce truc-là ou ce truc-là. Enfin, vous avez peut-être déjà vu les graphiques où en fait on part d'un mot et après ça crée des arborescences. DeepMind était parmi les premières boîtes dans les big tech, parce qu'ils se sont fait racheter par Google, à travailler sur ces sujets-là. Et ils se sont fait effectivement complètement fumer par OpenAI derrière, quoi. Voilà. Et l'autre élément qui selon moi indique quand même une réelle hypocrisie sur cette capacité des IA à faire le bien, c'est, rappelez-vous, quand il y a eu le buzz avec ChatGPT, on a eu tout plein de moratoires, notamment Geoffrey Hinton, aussi l'un des parrains de l'IA, dont un des moratoires d'ailleurs a été signé par Elon Musk. Voilà. Et alors c'est très drôle parce que je crois que c'était un moratoire de 2023, je suis plus sûr de la vraie date,
mais Musk signe ce moratoire et quelques jours après, il lance XAI et Grok pour justement rentrer dans la course à l'IA. Donc c'est non, il faut pas qu'on investisse dans l'IA, mais à côté, moi je vais mettre des milliards dedans. Donc je pense faut faire attention justement entre la communication, le récit, ce qu'on va mettre derrière une aventure entrepreneuriale et la réalité. Et à mon sens, la réalité, c'est que tout le monde veut être le premier. En l'occurrence, Sam Altman a été le plus malin. Et là, pour le coup, les luttes qu'il y a eu en interne d'OpenAI, en fait, là, on se retrouve vraiment sur des luttes quasi politiques en réalité, puisqu'il y a eu les questions, en effet, qui n'auraient pas été honnêtes vis-à-vis du board, et puis il y a une trahison d'Ilias Suskever, et puis il y a Mira Murati qui rentre dans le truc. Enfin, c'est Dallas. C'est Dallas. Je pense qu'il faut remettre, tu vois, il y a le truc qu'on entend beaucoup de dire OpenAI parce que leur nom c'est Open, donc ils voulaient faire de l'open source. C'est pas si vrai que ça en fait. Quand tu regardes comment ils ont créé la boîte, qui était dedans, donc il y avait beaucoup de gens de DeepMind qui étaient dedans. Donc ça a utilisé beaucoup des technologies Google. Je pense qu'ils l'ont fait parce que justement ils auraient pu se faire attaquer très très vite s'ils avaient fait une for profit tout de suite. En gros, ils ont siphonné beaucoup d'innovations de chez Google, beaucoup de recherches qui se faisaient à droite à gauche. Ils ont utilisé le réseau de la Silicon Valley où ils étaient très bien implantés. Et là, on leur fait un procès en disant ouais, ils sont open, donc il fallait être open source, etc. Et c'est en fait la vision de l'open, c'est plus une vision, c'est pour faire avancer l'humanité, un peu à la SpaceX, tu vois, genre SpaceX. Personne demande à Elon Musk de nous envoyer sur une autre planète. Néanmoins, lui, c'est sa vision, c'est sa mission. Il est habité par ça. Et du coup, il fait une boîte qui vaut 200 milliards, 300 milliards avec ce truc-là, et on lui demande pas pourtant les codes des fusées SpaceX. Donc, moi, je pense que c'est même pas de l'hypocrisie, c'est juste qu'on en a fait une histoire parce que nous, on a envie de se rassurer qu'ils sont pas en train de créer la black box qui va faire que justement, on aura une AI qui va tous nous contrôler. Mais je pense que dès le début, c'était assez clair. Enfin voilà, Sam Altman, il sort de Y Combinator, l'accélérateur le plus capitaliste du monde, où le but c'est de faire c'est faire du profit. Donc de là dire qu'il va ouvrir une ONG, bon. Je suis légèrement désaccord avec toi sur un point, même si sur le reste je suis ok. C'est le fait que Elon Musk a storytellé, en tout cas OpenAI quand il s'est embrouillé avec Sam Altman, comme étant Sam Altman la personne qui a brisé ce rêve de non-profit. Donc, je comprends ce que tu dis sur le fait que c'était peut-être un truc tactique pour se dire dans un premier temps et tout, mais... Ouais, on confond deux trucs, hein, open source et non-profit, parce qu'on peut être open source et for profit, hein, il faut pas confondre les deux trucs, c'est ce que dit Jérémy. Open source, ça veut pas dire non-profit. Donc là, moi, ce qui me fait dire qu'il y avait une volonté un peu différente au départ de OpenAI, c'est la notion de non-profit. C'était vraiment ça, plus que celle d'open source. Mais Elon oui, Musk, en tout cas, a basé son argumentaire public, d'image publique, autour du fait que c'était Sam Altman, le méchant capitaliste, qui s'est retourné sur l'ambition angélique de départ. Est-ce qu'on peut croire Elon Musk sur le fait d'avoir des ambitions angéliques? Pas vraiment. Mais de fait, croire qu'un gars comme Elon Musk, qui avait beaucoup d'argent et beaucoup d'autres choses à faire, et financer un truc dans le but d'être un truc un peu laboratoire / ONG, c'est pas déconnant non plus. Après, peut-être que lui s'est fait avoir sur le pitch de Sam Altman ou autre, mais je dis pas que c'est vrai. Je dis juste qu'en tout cas, je serais pas formel sur le fait que Elon Musk avait un plan machiavélique là-dessus. Peut-être que lui, en tout cas, avait acheté cette histoire de, en gros, laboratoire de recherche pour le bien de l'humanité, quoi. Alors, juste un petit mot, justement, sur les valorisations, et j'ai trouvé ce graphique qui est très intéressant, qui fait rêver toute start-up, hein, NG. Cette boîte a été créée, en 2015, mais c'est à partir de 2019 où les choses sont devenues quand même sérieuses. Mais en octobre 2024, OpenAI valait 157 milliards. Un an plus tard, octobre 2025, la valeur est passée à 500 milliards. Et aujourd'hui, on parle en 2026-2027 d'un IPO possible à une valorisation de 1 trillion, c'est-à-dire 1000 milliards de dollars, avec des promesses de financement, notamment SoftBank, hein, qui attend fébrilement à la porte de OpenAI que la société soit finalement for profit pour qu'il puisse injecter ces 30 milliards de dollars qu'il avait prévu. Donc voilà, Masayoshi Son, hein, qui fait jamais les choses à moitié. Masayoshi Son, qui est un des plus grands argentiers de la Silicon Valley, pas toujours très inspiré quand même. Je sais pas si vous le savez, mais de mémoire, Masayoshi Son, c'est un mec qui avait investi dans Nvidia, une petite boîte à l'époque.
Il était le plus grand actionnaire de Nvidia. Il avait 4,6% de Nvidia et il a revendu ses 4,6% pour la modique somme de 3,6 milliards, qui aujourd'hui vaudrait 250 milliards s'il les avait gardés. Et c'est aussi l'investisseur perdant du deal de WeWork. Etc. Mais ça, c'est dingue. Ce mec, il est toujours là. Mais c'est pas que, mais pourquoi il est toujours là? Parce que on se moque de ces deux deals. Mais sinon, je fais pas faire la liste de tous les deals qu'il a réussi. Sinon, enfin, on parle d'un type brillant. C'est juste que c'est d'ailleurs marrant, le prisme qu'on a sur les choses. Le type loupe 2, 3, 4 gros trucs et du coup, on se moque de lui alors qu'en fait, il en a réussi 200, quoi, tu vois. C'est vrai. Là, je suis un peu français quand je dis ça, c'est vrai. Non, mais je le dis parce que même moi, quand j'avais vu la série sur WeWork et j'avais vu le type, j'étais en mode, comment un gars peut perdre autant d'argent? Et c'est mon grand frère qui m'avait dit, bah, parce qu'il peut, en fait. C'est vraiment juste pour ça, quoi. Oui, c'est exactement ça. D'accord. Bon, Microsoft investit 13 milliards aujourd'hui avec 500 milliards de valorisation. Ces 13 milliards valent 135 milliards, en tout cas sur le papier. Jolie opération. Et Microsoft a aujourd'hui 27% de la boîte. On va voir d'ailleurs le contrôle un petit peu de ça. Mais avant ça, je voulais qu'on fasse un point ensemble sur la réalité économique derrière ces chiffres de folie. D'abord, le revenu de OpenAI, j'ai fait quelques recherches. Vous voyez la croissance du revenu. Alors tout le monde, et aujourd'hui OpenAI en 2025, ils vont faire 13 milliards de dollars annualisés. C'est pas mal du tout. Mais il y a eu des boîtes qui ont fait beaucoup mieux que ça, en fait, notamment dans la biotech, voilà. Non, alors mieux que ça, précise peut-être pour les gens, mieux que ça. Une fois que ces boîtes-là avaient franchi un certain seuil ou qu'elles étaient passées en post-revenu. Parce que si tu prends l'exemple d'un Google, ils ont aussi pendant longtemps été une boîte qui était en fait en recherche de scale. C'est pareil pour Uber et tout. Donc c'est des boîtes. Je crois que le graphe que tu mets, c'est une fois que tu as dépassé 1 milliard, quelle vitesse tu mets pour aller plus vite. Ouais, exactement. Et mais voilà. Et ensuite, ils prévoient de passer donc de 13 milliards de revenus à 200 milliards en 5 ans. Donc, ça fait x15 en 5 ans. On voyait à peu près le niveau d'ambition que on peut avoir dans la Silicon Valley. Et ça, en revanche, j'ai fait quelques recherches et ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Là, vous voyez sur le graphe que je vous montre. Alors, désolé si vous nous écoutez en podcast, vous êtes en train de courir. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoutent en courant. C'est une activité étrange, mais des gens courent. Je sais pas après quoi d'ailleurs. Dites-nous dans les commentaires après quoi vous courez, parce que ça c'est quand même un mystère. Donc là, je vous montre un petit graphique qui montre la projection de croissance du revenu de OpenAI. Et quand on compare ça à d'autres boîtes, parce que il y a des boîtes aujourd'hui comme Nvidia qui fait 125 milliards de revenus. Ils ont mis quand même 8 ans pour arriver à ça. Donc, est-ce que là, on est dans la roman d'anticipation ou est-ce que on est dans une sorte NJ de délire où là, c'est vraiment du fake it until you make it, mais même pour le revenu, quoi, pas simplement pour le produit. Le produit, ils l'ont. Je pense qu'on se trompe de lecture, en fait, quand on commence à envisager les revenus d'OpenAI, à la fois leur croissance et à la fois là où ça va emmener. Tu vois, là, tu parles de x15, de faire 200 milliards, 300 milliards, 400 milliards de revenus. Parce qu'en fait, OpenAI, ce qu'ils font, c'est qu'ils digitalisent des métiers qui n'ont jamais été digitalisés. Si tu prends tous les salaires d'un pays ou d'une économie comme les États-Unis ou l'Europe, ça se compte en trilliards. Et donc, OpenAI, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils créent des outils pour capter cette valeur. Donc, en fait, tu as OpenAI qui recrute des centaines de banquiers d'affaires de Wall Street, par exemple, en les payant 2 fois leur salaire, pour dire on va construire un modèle pour la finance de marché. Et ils vont faire pareil dans la pharmacie. Et ils vont faire pareil dans toutes les industries énormes. Donc, en fait, quand on parle de OpenAI, c'est pas ChatGPT le truc. C'est la défense, la santé, la finance, etc. Donc en fait, il faut analyser, je pense, avec beaucoup plus à la fois d'ambition, mais avec ce spectre de se dire que ça touche à tous les pans de l'économie. Et là, d'un coup, ça devient un peu plus réaliste. Et en plus, tu as Nvidia qui vient de taper les 5 trilliards de valo. Donc en fait, au final, il faut plus regarder avec les yeux de 1990, tu vois. Il faut se dire, OK, en 2050, c'est pas ce sera une normal. licence à $20 que X personnes achèteraient non, mais tous les mois. C'est 10 millions, les contrats quand ils vont sortir, quand ils sortent ce qu'ils appellent les Forward Deployed Engineers, donc qui sont des ingénieurs qui viennent dans ta boîte pour automatiser. Alors oui, ça va couper des têtes, on pourra parler des impacts sur l'emploi, etc. Mais
ils viennent avec des contrats à 10 millions l'année pour une automatisation d'un département. Donc non, le business il est là, mais c'est sûr que nous on l'analyse par ChatGPT à $20 et donc on se dit comment ils vont faire, ils vont avoir besoin de 8 trilliards d'utilisateurs, mais si tu mets bout à bout les salaires, ça le fait quoi. Moi je souscris à 200%, je suis tout à fait d'accord avec Engie et je rajouterai un truc qui fait très peur, qui est la robotique. Parce qu'il y avait cette grande phrase avec l'IA en disant votre meilleure chance de devenir millionnaire maintenant, c'est plus d'être ingénieur ou analyste financier, c'est de devenir plombier. Bah quand on voit, et c'est le sujet d'après, Néo, bah même plombier, hein, ça va y passer, tu vois. C'est Jensen Huang qui avait dit ça. Et ça, c'est vrai que les projections, parce que aujourd'hui on n'y est pas technologiquement ou opérationnellement, on n'y est vraiment pas. Mais les projections sont flippantes et elles sont pas flippantes dans 20 ans, hein, elles sont flippantes dans 5 ans. Et ça, pour le coup, je pense que personne n'est capable de vraiment anticiper le choc social, politique et économique que ça peut créer. Et si OpenAI est l'entreprise vers laquelle on se tourne pour tous ces sujets-là, si jamais chaque entreprise dépense des volumes de masse salariale chez OpenAI, c'est pas du tout déconnant d'imaginer qu'ils sont à ces chiffres-là. Donc les millions deviennent des milliards, les milliards deviennent des trillions parce qu'en fait notre économie va passer de milliards à des trillions parce que on va faire un bond quantique, c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire avec l'intelligence artificielle. C'est un sacré pari quand même. Non mais pour le coup il y a une question qui, après je te laisse Jérémy, désolé, mais il y a une question en revanche qui reste en suspens, c'est est-ce que le fait de payer un analyste financier, je dis n'importe quoi, à Wall Street 300 000 balles par an et que maintenant tu payes OpenAI, je sais pas 10 000 balles à la place, donc tu fais une économie de monstre. Est-ce que cette économie-là, elle se répercute sur les coûts des produits et des choses? Parce que là, pour le coup, ça crée une bascule totale de l'économie où il y a un bouquin de Rifkin qui s'appelle Marginal Cost Society, où en fait, est-ce que la fin de l'économie mondiale, c'est pas le moment où on ne fait plus rien, mais c'est le moment où on fait tout de manière abondante? Et donc là, on change de modèle et je sais que le festin, le dernier festin en parle très bien d'ailleurs, tu vois. Ouais, exactement. On en parle un petit peu dans le dernier festin, mais je vais vous donner un exemple qui, j'espère, va rassurer la population française qui est visiblement une des populations mondiales les plus flippées par rapport à l'intelligence artificielle. C'est un exemple qu'on m'a donné et que j'ai trouvé super parlant et très simple à comprendre. On va prendre par exemple les radiologues. Ok. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de détecter les maladies bien meilleures, de façon bien meilleure qu'un médecin. Ok, mais dans des proportions qui sont inimaginables. Les cabinets de radiologie, IRM, scanners, etc., vont être hautement équipés avec, c'est déjà le cas, par de l'intelligence artificielle, et on va avoir besoin de moins en moins de monde pour faire les examens, détecter tout un tas de choses comme ça. Donc on va se dire le métier de radiologiste va disparaître, enfin le médecin va disparaître puisque ça va être une intelligence artificielle qui va faire le travail à sa place. Mais c'est pas ça ce qui va se passer. Ce qui va se passer, cette économie de l'abondance dont tu parles, c'est que les prix vont baisser, puisque si le coût de l'humain disparaît, le coût de l'IRM, du scanner, va lui aussi baisser. Et qu'est-ce qui va se passer chez le consommateur? C'est que le consommateur qui avant faisait un IRM tous les 5 ans va devenir complètement hypocondriaque et va se mettre à faire des IRM toutes les semaines, parce que le coût baisse. Et justement, donc on va avoir une recrudescence de la demande et du service, et on va avoir besoin d'autres profils pour gérer ces hypocondriaques qui vont venir passer des IRM toutes les semaines. L'autre effet positif indirect qui va avoir lieu, c'est que les gens vont être en meilleure santé parce qu'effectivement, ils passent des IRM toutes les semaines et dès qu'ils ont un PET quelque part, on va les soigner. Donc, ils vont être en bien meilleure santé. Et une population en meilleure santé, qu'est-ce que ça fait? Ça consomme, ça fabrique, ça produit, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est ça l'économie de l'abondance. Sur un exemple comme celui-là, qui est super important en plus parce qu'il touche à la santé et à la médecine. Voilà comment est-ce qu'on crée une économie de l'abondance. Moi, je suis pas du tout inquiet par rapport à ça. Moi, je te suis totalement là-dessus, Carlos. Là, on est vraiment sur la destruction créatrice schumpeterienne, et je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à la manière dont l'IA va complètement changer les métiers. Moi, je vais vous donner juste un exemple que je connais bien, vu que je suis un ancien avocat. La profession, pendant longtemps, a reposé sur l'étude de texte qui était entreposée dans des bibliothèques. Donc, c'est-à-dire que pour trouver, par exemple, une décision à utiliser devant un juge, fallait aller dans sa bibliothèque, trouver la décision, etc.
avec Internet, la digitalisation, aujourd'hui, vous tapez 3 mots-clés dans une base de données juridique et vous trouvez la décision. Est-ce que pour autant le nombre d'avocats a diminué? Non, il a explosé. Et quand on regarde à Paris, d'ailleurs, il y a peut-être même trop d'avocats, alors que le métier, pour le coup, est devenu on est devenu plus productif, plus rapide. Mais au final, ça a quelque part peut-être augmenté la demande, peut-être que ça a baissé les prix aussi de certaines prestations juridiques. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que pendant longtemps les cabinets d'avocats ont eu peur, se sont dit oulala, on va détruire des jobs, etc. Ils ont même essayé de bloquer. Donc, finalement, c'est pas ce qui s'est passé en fait. Ils ont même essayé. On se rappelle de l'exemple de Doctrine en France, qui pour le coup, elle est une très très belle start-up. L'ordre des avocats a été vent debout contre Doctrine. Bien sûr. D'ailleurs, le jugement a été rendu, je crois. Je sais pas ce que ça a accouché d'une souris, certainement. Ils ont gagné. Ah, ils ont Bien gagné. sûr. Bah, bien sûr. Mais on ne peut pas aller contre le progrès. C'est ce que je me tue à dire à tous les intellos de gauche qui refusent le progrès. Non, ils sont progressistes, Carlos. Ah oui, ils sont progressistes. Ouais. Pas sur la technologie. Aujourd'hui, la gauche est plutôt technophobe. Mais complètement technophobe. Non, mais en vrai, il y a pas de bord politique qui est pro. Moi, je pense que par contre, ce qu'on assiste, c'est l'innovation en fait, ça a été capturé par les entreprises. Et d'ailleurs, ça c'est aussi un point par rapport à la valorisation et au chiffre d'affaires de OpenAI, c'est qu'en fait, ils remplacent les États. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, on attendait les États avec quelques capitalistes pour aller construire du chemin de fer, construire des lignes électriques, etc. Et aujourd'hui, plus personne n'a confiance. D'ailleurs, à qui on prête de l'argent à moindre coût maintenant, c'est les entreprises qui empruntent le mieux sur les marchés. C'est les entreprises qui font tout avancer. Et donc, du coup, c'est en fait OpenAI, c'est un État dans l'État et même bien plus puissant maintenant que les États-Unis. Donc, il n'y a pas de bord politique. C'est super intéressant là ce que tu viens de dire. Effectivement, on prête et on le voit bien avec OpenAI et son entrée en bourse. Je vous le dis. $1 trillion, ça va être l'entrée en bourse la plus spectaculaire, mais ils vont y arriver. Ils vont faire $1 trillion d'entrée en bourse. Mais on prête plus aux entreprises, effectivement, qu'aux États. Mais il suffit de regarder la France. Quand on prête de l'argent, la France est ultra endettée. Regarde comment est-ce qu'elle gère ce pognon-là. C'est désastreux. La gestion aujourd'hui de la dette, la gestion de la dépense publique. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont là en train de se dire c'est dégueulasse qu'on prête de l'argent aux entreprises. Bah, commence par gérer correctement l'argent qu'on t'a prêté à toi en tant qu'État et en tant que gouvernement, et peut-être qu'on t'en prêtera. Mais pour le moment, effectivement, les entreprises créent beaucoup plus de valeur et gèrent beaucoup mieux l'argent, parce qu'on ne demande pas non plus à un gouvernement de créer de la valeur, mais en tout cas de gérer correctement comme bon père de famille son pognon quand même. Ça, moi, je suis pas d'accord avec toi. Valeur, pour moi, on ne demande pas à l'État de créer du profit, mais on lui demande de créer de la valeur. Et moi, pour le coup, je suis très d'accord avec ta distinction et je sais que beaucoup de gens peuvent ne pas aimer ce que je vais dire, mais je suis ravi que les marchés financiers sanctionnent les États, parce que d'ailleurs, c'est pas que la France, les États-Unis, c'est la même chose. C'est la même chose en Italie, même si il y a un peu de mieux, à un grand coût social d'ailleurs, il faut le dire. En fait, c'est surtout parce que on est tout à fait incapable de réussir à créer des organisations de qualité à l'échelle d'un État. Il y a une séquence de Jean-Louis Borloo absolument édifiante, peut-être tu pourras la mettre si tu veux, Carlos, au montage, où en gros il dit le principal problème de la France, c'est pas du tout que on est nul, on n'est pas bon, ou que les gens sont de mauvaise volonté, ou qu'on pique de l'oseille. C'est d'abord et avant tout qu'on a une désorganisation qui nous coûte, selon lui, mais il connaît un peu son sujet, 150 milliards. Le déficit de la France, c'est 150 milliards. Donc en fait, si tu résous la désorganisation selon Borloo, tu résous le déficit. Et donc en fait, la désorganisation, c'est normalement ce que l'IA peut réussir à tacler de plus profond. Et c'est là où je pense que ChatGPT, même en tant que prestataire de l'État américain, par exemple, peut réussir ce que Elon Musk voulait faire avec le Dodge, c'est-à-dire créer de l'efficacité. L'idée que le Dodge s'est coupé dans les dépenses à la Javier Milei, moi je trouve que c'est une idée qui est dangereuse et pas la bonne. La question, c'est l'efficacité. Donc s'il faut couper dans les dépenses, pourquoi pas, mais c'est l'efficacité. Parce que normalement, au prix que les États coûtent, américains, français, italiens, espagnols, tout ce que tu veux, tu es normalement censé avoir un niveau de valeur pour les citoyens bien supérieur. Et en fait, si tu donnais ce budget-là à des gens qui sont incentivés à la réussite, il y aurait des trucs incroyables. Quand tu regardes la Norvège, bon, minus évidemment leur puits de pétrole, mais le pays fonctionne bien. Le pays est vraiment bien foutu. Tout à l'heure, je disais pourquoi est-ce qu'il faut s'abonner à l'Hacienda, à Substack et avoir accès aux notes de l'émission. Est-ce que vous confirmez ce que je vais dire, les enfants?
on est à peu près à 10% de ce que j'ai rédigé, ouais, mais on va devoir passer au prochain truc, parce que dans mes notes, je parle de la position de Microsoft et du braquage du siècle de Microsoft et le piège mortel. Il faudra peut-être qu'on refasse une émission là-dessus. Je parle aussi d'un CEO qui contrôle tout. Sam Altman sans rien posséder. C'est absolument formidable. Sam Altman possède 0% d'equity dans OpenAI. C'est confirmé cette semaine. On ne savait pas si c'était vrai ou pas, ou si c'était une légende, mais c'est confirmé. On le sait maintenant, puisque ils ont dû quelque part ouvrir le peignoir. Et son salaire, c'est 76 001 $ par an. Alors 76 001 $ par an. NJ, tu confirmes, c'est à peu près un SMIC dans la Silicon Valley. Ouais, à San Francisco, je sais pas ce que tu arrives à faire avec cet argent. Mais ouais, non, c'est intéressant. Bon, après, au-delà de ça, il est déjà milliardaire plusieurs fois. Il est investisseur dans énormément de boîtes, etc. Donc, je pense pas qu'il a besoin de l'argent. Et je pense que c'est une posture pour montrer qu'il est désintéressé de l'argent, mais qu'il est surtout incentivé par la mission qui anime OpenAI. Pas nous, ça. Alors, il y croit pas, Valorant. Pas nous, ça. Ah, moi, j'y crois pas non plus. Français. Allez, fais-nous ton français. Moi, j'y crois pas, hein. Moi, simplement, je n'y crois pas pour une raison qui est toute simple, c'est que pour les gens qui sont milliardaires de la Silicon Valley, évidemment qu'ils n'ont pas besoin d'argent pour s'acheter un bateau ou un avion. C'est jamais leur sujet. Et en plus, mais ils s'en foutent surtout d'acheter un bateau et un avion. Ils en ont rien à foutre. C'est pas leur sujet. En revanche, ils utilisent l'argent personnel comme levier. Et donc, si lui, il a besoin d'avoir accès à des ressources pour aller au bout de son ambition, sa boîte le lui donnera, ou il passera des contrats entre sa boîte et une autre boîte qu'il contrôle. Enfin, où il se servira des bonus annuels, mais j'ai aucun stress que Sam Altman pourra faire très exactement ce qu'il veut avec l'argent qu'il veut, peu importe quel est son salaire ou quel est son pourcentage. Et d'ailleurs, Elon Musk faisait pareil, c'est-à-dire que il faisait exprès de payer le plus d'impôts pour pouvoir dire qu'il payait le plus d'impôts, mais en fait, tout ça, c'est de la gueule, c'est très américain. Donc, je crois que c'est même toi qui disais peut-être ça, Carlos, en disant les Américains, c'est les premiers à faire de la philanthropie dans des dîners, mais à ne même pas donner $1 au SDF au coin de la rue, quoi, tu vois. Non, c'est pas moi. C'est pas toi, bon, Ou alors c'était avant que je sois américain, peut-être, c'est possible. Oui. Avant que tu sois élu. C'était avant que tu sois élu, Carlos. La Silicon Valley est pleine de surprises. Et là, c'est très intéressant. On a un robot qui va bientôt arriver chez vous. Il s'appelle Neo et je dis que c'est très intéressant parce que cette société, c'est une société européenne et américaine. On va le voir d'ailleurs, l'organisation et le montage de cette société est en train de changer. Elle est en train de quitter quelque part un peu l'Europe pour aller vers les États-Unis parce qu'elle a besoin de beaucoup de capitaux pour se développer. Cette société, c'est One Time Technology. Qui lance un robot qui s'appelle Neo. Vous l'avez certainement vu auparavant. Il y avait d'ailleurs un très beau TED de son fondateur, dont j'ai oublié son nom. Il a un nom de norvégien, Bert ou un truc comme ça. Ça doit être. Je suis désolé, je l'ai pas là sous. Ouais, mais c'est une boîte norvégienne, hein. C'est une boîte norvégienne et américaine, soutenue par OpenAI. C'est très intéressant d'ailleurs le fait que cette boîte soit soutenu par OpenAI, parce que quand on parlait de cette guerre de Jedi entre Elon Musk et Sam Altman, on voit bien que Sam Altman, il va attaquer Elon Musk sur tous les sujets. On a parlé il y a pas longtemps de The Merge, qui est cette société financée par Sam Altman qui veut aller attaquer, concurrencer Neuralink avec des chipsets dans le cerveau, et sur la notion des robots. Et on sait que les robots, ça fait partie de la narrative de Elon Musk, avec Optimus, et c'est tout le projet de Tesla aujourd'hui. Tesla n'est plus une société de véhicules électriques, elle est une société de robots. Neo vient concurrencer immédiatement Optimus et la vision de Elon Musk. Décidément, ce pauvre Elon Musk, il est attaqué de toutes parts, et on retrouve toujours derrière, un petit peu comme le guignol, Sam Altman qui est derrière en disant coucou Elon, c'est moi. Et donc ce robot, c'est le premier robot humanoïde qu'on va pouvoir trouver dans la sphère grand public. Et la promesse, je vous montre ces images là aussi, désolé pour les coureurs podcasteurs, et c'est assez beau, on se croirait presque chez Apple, hein. L'esthétique de cette boîte est très norvégienne, très Apple, très norvégienne. Ouais, c'est très beau. Et donc là, on a des robots qui font partie de notre quotidien. Ils sont chez nous, ils vivent
ils vivent un peu à travers côté nous. peluche, ouais. Un petit côté peluche. Ouais, ils ont un côté un peu peluche. C'est assez intéressant. Réaction par rapport à ça. Est-ce que qui a commandé son robot? Franchement, j'hésite. Personnellement, j'ai failli le faire cet après-midi. J'ai pas demandé à ma femme, et ma femme, j'ai peur que c'est l'encombrement. Je représente déjà, ma femme m'a dit que je prenais déjà beaucoup de place, donc je me demande si rajouter un robot à la maison, ça se trouve, elle va rester avec le robot et me foutre dehors, donc je sais pas. Ouais. Il y a un super métier pour les gens qui nous écoutent, c'est justement fabricant de placards recharge à robot pour qu'ils dorment la nuit. Non, mais c'est pas une blague. Non, mais il déconne, mais il a très raison. Bah oui. Mais moi, je mets mon argent sur les prochains robots sexuels. Je vous le dis, le jour où ça sort, j'investis. Parce que vu la misère sexuelle qu'il y a en ce moment, tu mettras des bips, Carlos, s'il faut. Non, mais... Je pense que ces robots-là vont avoir beaucoup de succès. Mais pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait que ça m'a Attends, ça me donne une idée. Ça veut dire que je pourrais commander un robot qui en plus a une fonction sexuelle. Je voulais parler d'un truc sérieux, mais ok. Et dire à ma femme de se barrer. C'est ça ce que tu es en train de me dire, en fait. Non, c'est que me faire moi virer. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a des robots chinois qui vont venir draguer des ingénieurs de la Silicon Valley. Mais on en parle juste après. Si le robot il est téléopéré, t'imagines dans les usines à opérateur VR, il doit te. T'imagines le nouveau métier, c'est horrible. Nouveau métier. T'imagines t'as un Indien dans une usine qui téléopère depuis. Ouais, j'osais pas, mais il ose. Depuis New Delhi, des robots femmes en Norvège ou ailleurs. Oh putain, on va avoir des problèmes. Non, mais on va loin, nous les hommes. Il y a eu cette histoire, je sais pas si vous aviez vu, je crois que c'était en Corée ou en Chine, un réseau qui avait fait tourner un orang-outan. Tourner, je vous laisse. Qui était maquillé et qui a eu énormément de succès, faut le savoir, voilà. Il y a de tout, hein. Ah bah après. D'accord. Ok. Il faut bon, faire un monde. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais, Carlos, rapidement là, sur le fait que Sam Altman talonne Elon Musk. En fait, je pense qu'il n'y a pas. Alors, forcément, il y a le discours qui vise à en faire des rivaux et en faire une histoire un peu personnelle. Je pense au contraire qu'ils sont rivaux parce qu'ils partagent justement la même idéologie. Et les mêmes buts, qui sont d'aller vers un monde de plus en plus transhumaniste, c'est-à-dire cette hybridation entre l'homme et la machine. Pour eux, je pense que c'est un vrai horizon quasi eschatologique. Je suis ni pour ni contre, hein, à titre personnel, mais c'est ce que je note, parce que quand on regarde Neuralink, on veut hybrider le cerveau. Là, on est sur de la robotique, mais demain, ça ira beaucoup plus loin. Si on rajoute de l'IA, mais j'imagine qu'on va en parler dans les robots, là, on est carrément sur la création de cyborgs, éventuellement. Et je pense qu'il y a toutes ces projections pour ces mecs-là qui vont justement dans une transformation profonde de ce qu'est l'humanité, au fond, via leurs innovations technologiques. Et quelque part, ayant la même vision, ils se retrouvent chacun à la même étape, parce qu'ils courent finalement dans la même direction. Mais je pense qu'il n'y a rien de personnel. Ah, ouais. Et est-ce que tu crois qu'il y a toujours, moi je pense même qu'il y a encore l'admiration de Sam Altman pour Elon Musk, elle est toujours intacte, moi je pense. C'est sûr. Et je pense qu'ils sont effectivement alignés sur cette vision et transhumaniste, ça c'est clair. Et je pense que on interprète ça comme une forme de rivalité et de transformer ça presque dans une sorte de match de catch. Mais je pense qu'effectivement l'admiration de Sam Altman pour Elon est toujours là. Le fait est que cette boîte norvégienne, avec ce fondateur dont on ne se rappellera jamais de son prénom, visiblement, Bert, et rentre dans la course, puisqu'il est lui-même autopiloté par Sam Altman, contre Elon Musk, et propose un RAS, il va falloir vous habituer à ce terme, Robot as a Service, pour $499 par mois. Vous pouvez l'acheter aussi, il coûte $20,000. Ça rend quand même un robot compétitif, hein. Et alors, il y a plein de monde en France qui a dit ça veut faire la concurrence aux aides ménagères, et c'est vrai qu'une aide ménagère ça coûte entre 600 et 800 euros par mois en France, pour quelques heures par semaine. Là, ce robot, il est disponible 24/24. Alors bon. Et 7 jours sur 7. Mais bon, quand on voit les vidéos, il a besoin de boulot encore. Hein. Ouais. Il n'est pas prêt à remplacer votre femme de ménage ou votre femme de ménage. Hein. C'est le début. Après, ils sont en train de s'entraîner. Et là, c'est surtout pour déjà être les premiers à mettre au marché quelque chose que tu peux commander.
un peu comme tu vois Tesla, ils avaient fait les précommandes des voitures avant que le full self-driving il soit dispo. Là, ils vont capter énormément de données, ils impriment leur marque, ils font aussi de la précommande, donc ça leur fait du business. Et au-delà de ça, clairement, l'entraînement pour les tâches ménagères, d'ailleurs, c'est assez intéressant de se pencher dessus. Les modèles qui vont rendre les robots autonomes, c'est pas des LLM comme on a chez ChatGPT, ça va être Absolument. Ouais. Ça va être des nouveaux modèles qui vont devoir comprendre la physique, qui vont devoir comprendre l'espace dans lequel ils se trouvent et les résistances avec les objets, etc. Moi, personnellement, quand je vois ça, je suis archi bullish. Bon, déjà, mon fils s'appelle Néo. Donc, là, on va le dire. T'es obligé alors. C'est un élu lui aussi. Il a choisi. Alors il est né aux États-Unis, mais il a choisi son prénom. Tu sais, nous ici on a attendu et puis il a. Non, je rigole. Non, il rigole, mais c'est que c'est un truc vraiment à la mode en ce moment aux États-Unis, quoi. Ouais. Non, mais ouais. Donc moi je suis assez chaud déjà pour le précommander et je trouve que c'est une vraie avancée dans ce qu'on a besoin pour le futur parce que en effet j'ai vu les mêmes posts LinkedIn que toi, Carlos. Des Français qui disent c'est pas prêt, ça va trop lent, il met 3 minutes pour remplir le lave-vaisselle ou je sais pas quoi. Mais les Français et tous les vous Occidentaux, rassure, hein, les adolescents, vous avez pas d'adolescents à la maison, mettent beaucoup plus que 3 minutes pour remplir le lave-vaisselle. Hein. Et puis ils te cassent un verre en plus. J'en ai fait l'expérience. Et en plus, ils te pètent la moitié des trucs. Oui. Donc face aux adolescents, le robot est compétitif. Non, mais il y a un truc qui est déjà le cas au Japon. En fait, dans nos sociétés occidentales, on a complètement lâché les gens handicapés, les anciens aussi. Tu vois, on vit plus avec nos parents, etc. Et d'ailleurs, la vidéo que je montre là sur le site, c'est ça qui montre. Hein. C'est des personnes âgées. C'est très intéressant. C'est là où ça va être le plus utile. C'est le marché radical. C'est le marché où il y a le plus gros besoin. Oui. On revient tout de suite à votre épisode, mais avant cela, je voulais vous parler d'une société qui m'a vraiment impressionné, Matisse. Matisse, c'est le premier club d'investissement agréé par l'AMF qui permet d'investir dans des œuvres d'art contemporain majeures à partir de 20 000 euros. Concrètement, vous pouvez co-investir dans des pièces signées Warhol, Basquiat ou Soulages, des artistes ayant profondément marqué l'histoire de l'art, reconnus par les institutions et les grands collectionneurs. Matisse vise un TRI net de 15% avec une durée d'investissement moyenne non garantie de 2 ans, pouvant aller jusqu'à 5 ans. J'ai parlé avec leurs membres et depuis 2023, ils m'ont dit qu'ils avaient ensemble investi dans 65 œuvres et 16 d'entre elles ont déjà été revendues. Si investir dans l'art vous intéresse, rendez-vous sur matisse.club pour en savoir plus. Mais attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investissement dans des actifs non cotés présente un risque de perte partielle ou totale du capital investi. Allez, retour à ton épisode. Mais en revanche, là où j'ai pas réussi à trouver vraiment de données ou d'informations fiables, c'est la question des mains. Elon Musk avait fait une grande interview où il avait passé quasiment 30 minutes sur la question de la main, en disant que la main, c'est la clé de la robotique, dans le sens où c'est aujourd'hui le vrai goulot d'étranglement de la capacité de passer la technologie à une nouvelle étape. Et en fait, apparemment, the hands problem. Ouais, the hands problem. Ah oui, tout le monde ne parle que de ça. Apparemment, la main, tout le monde ne parle que de ça dans la c'est Silicon Valley. un truc vraiment fou en mode genre, c'est d'une complexité, c'est d'une beauté c'est d'évolution, la main, qui est incroyable. Et ça, moi, je me rendais pas compte du truc. C'est marrant parce que on s'intéresse à d'autres organes, mais effectivement, dans la Silicon Valley, le problème et l'obsession est sur la main, effectivement. Et je montre là quelques vidéos de laboratoires dans la Silicon Valley qui travaillent à ce sujet très très précis. C'est très très compliqué, effectivement. Ouais, Angie, tu voulais dire un truc. Non, je voulais juste dire en fait, reproduire la dextérité humaine, c'est vraiment le graal de la robotique. Bien sûr. humanoïde. Et tu demandes à n'importe quel dessinateur ou peintre, ils te disent la partie la plus difficile à dessiner, c'est la main. Et en effet, nous, et d'ailleurs, moi j'avais une question de pourquoi on fait des robots humanoïdes. Pourquoi on fait des robots qui nous ressemblent? Parce qu'en fait, notre monde a été créé, que ça soit la poignée, le bouton du micro-ondes, etc., a été créé pour nos mains. Et donc maintenant, on est obligé de reverse engineer, si tu veux, les usages qu'on fait de nos mains. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Alors qu'en fait, peut-être une solution, ça serait de faire des maisons robotiques. Et en fait, t'as pas besoin d'humanoïdes. C'est les robots. Ce serait un robot carré avec, tu vois, déjà tout en connecté avec du Bluetooth. Là, on est obligé de faire ça parce qu'on a créé tellement d'espace pour vivre. Tu l'apprends comment ton assiette, Angie? Sinon, dans ce cas-là. Mais tu exactement. Mais non, mais si t'as un robot qui te donne à manger. Où on mange. Mais on mange des pilules, Valran, c'est bien sûr. Ça, ces histoires de bœuf bourguignon. Mais c'est quoi? On se fait un festin tous les 3 mois. Il y a plus de festin, Carlos. Le festin, c'est nous avec des espèces de perfusions sur le côté. Mais bien sûr. Attends, bien sûr. On est tous d'accord que se faire un dîner au resto et entre potes, c'est génial, mais se faire à bouffer tous les soirs avec ta truc, si tu prends une pilule et hop, tu vas au lit, t'es tranquille.
Non? Mais quel Du enfer! bourguignon en intraveineuse, moi je le dis. enfer. Ouais. Quel Ouais, enfer. tu fais pas à manger tous les soirs, toi. Moi crie là. Oui, Est-ce que vous mais faites à deux manger tous les Français, soirs? Voilà, Jérémy et Valorant, souffre vous intérieurement. gueulez. Vous refusez le Je progrès. refuse vous la résistez. gastronomie, merde. Dans la gastronomie. Mais tous les soirs, Oui, putain, oui. moi j'aimerais bien tous les Mais soirs pas avoir dans de la Dragon gastronomie, Ball Z, tu vois, en mais oui, mais en fait, Ah qu'est-ce oui, que c'est le vrai. futur du monde face à un bon bœuf bourguignon quand même? c'est C'est vrai. ça la question que se posent les Français. Exactement, Valérand. Le gros problème, au-delà du fait que je suis d'accord avec toi, Angie, la question n'est pas de remplacer la femme de ménage. Non, là, il y a une autre question qui se pose, c'est celle, on en est au début, et là, je vous montre des vidéos, ça marche pas toujours super bien. C'est que ces robots sont téléopérés. Ça veut dire que effectivement, il y a peut-être un Philippin, un Indien ou je ne sais quoi, qui va quelque part voir ce qui se passe chez vous, quoi. C'est-à-dire qu'il regarde à travers les yeux du robot et qui va prendre les commandes du robot à distance pour opérer des actions. Je sais pas d'ailleurs comment ça peut être rentable, c'est-à-dire 500 € par mois. Peut-être que ça se trouve ils vont payer des gens dans des Au Nigeria. Non, mais ils vont lever, Ouais, non, mais ils c'est vont, fort probable. J'en sais ils vont, rien. le- Qu'est-ce que ils vont lever, ils vont lever 3 milliards, 4 milliards pour, 1 milliard, 1 milliard. sub- Là, voilà, c'est- pour c'est le dernier. pour faire subsidize, comme on dit. Mais c'est comme Uber, Pour sous-traiter. ah oui, bien sûr. T'auras toujours ce système-là. Moi, l'inquiétude que j'ai avec ces robots, et là, je remets ma casquette cybersécurité, c'est qu'on rentre véritablement, pour le coup, dans un monde complètement cyberpunk. Je crois que c'est dans le film Ghost in the Shell, je crois que c'est le 2, où justement, vous savez, le film commence avec une enquête sur des robots qui perdent la tête et qui se mettent à tuer des êtres humains. Et à l'époque, c'était marrant puisque c'était de la science-fiction, mais techniquement parlant, de la même manière qu'on peut prendre le contrôle d'un ordinateur à distance via différents outils facilement accessibles par n'importe quel cybercriminel, ça viendra pour les robots. C'est venu pour les IA, hein. On a eu des IA qui ont été empoisonnés avec des données, on a le prompt injection, etc. Mais là, sur des robots, on Vous met avez vu cette potentiellement... vidéo là d'un robot chien qu'ils ont programmé pour attaquer des gens qui passent et ils l'ont attaché en laisse et c'est flippant parce que on sent que le truc est programmé et dès qu'il y a quelqu'un qui passe, un humain qui Ouais. passe, il reconnaît l'humain et il essaye de se libérer de sa chaîne quoi pour aller effectivement bouffer l'humain. Tu l'as vu cette vidéo Jérémy Moi, j'ai pas vu, là, ça fait flipper. Alors J'essaie de moi la retrouver. j'avais vu la vidéo d'un chien équipé d'une mitrailleuse et au-delà de ça il y a tout un sujet de recherche. J'étais Non, pas mais sur c'est Sora vrai. 2 cette vidéo. non, c'est un vrai truc en fait, utilisé par certaines armées, voilà. Et il y en a qui sont très technologiques et qui ont même délégué la décision de tuer en fait à l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, tu as des robots qui sont capables de décider de flinguer telle ou telle personne selon des critères évidemment définis par l'armée. Mais, La couleur mais des c'est cheveux, flippant. de la taille, mais bien et sûr, des choses mais- comme mais ça, les- et des fringues que tu portes, bien Ça va évidemment. loin. Tu sais, avec Ouais. la reconnaissance faciale, Non, on va absolument. très très Non, loin. On il y a- rigole. il y a un- C'est pas drôle. Il y a un facteur que j'ai pas réussi à trouver les bonnes infos, mais qui va être vachement intéressant, c'est que si on met les robots au sein des maisons, mettons que Neo arrive à déployer, je dis n'importe quoi, allez, 100 000 robots à l'échelle du monde, ils vont être capables d'aller collecter les données auprès de 100 000 personnes dans des environnements réels. Donc en fait, pour le coup, là où je veux bien croire que ça soit intéressant pour eux, pas forcément pour les gens qui prennent le robot, mais intéressant pour eux de le déployer vite, c'est que pour le coup, je pense qu'ils font grandir la qualité de leur service et de leur robot en le déployant. Mais je pense que c'est un truc que les gens ont pas forcément à l'esprit. C'est-à-dire que c'est plus, en fait, il y a des gens qui l'utilisent, comme ChatGPT, plus ça se renforce. C'est l'effet de réseau de l'intelligence artificielle. C'est le network effect et ce qu'a fait Tesla avec ses véhicules. Exactement. Aujourd'hui, Tu vois, c'est Valérand, moi j'ai un MetaQuest, c'est la même chose. Hein. C'est là, je pense que l'ensemble de ma maison, enfin de mon appart, est mappé par Meta, quoi. Putain, putain. Donc oui, t'as totalement raison. Il y a une volonté probablement de capter de la donnée pour la réutiliser. Je suis pas certain que ce soit le ah non mais le non, mais modèle c'est final. C'est pas une volonté, enfin c'est pas dissimulé, hein, c'est absolument. D'ailleurs, Oui, c'est le self-learning, contrat quoi. que vous passez avec Neo. Ouais, c'est ça. Il dit, je suis obligé de récupérer votre donnée. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas opt-out parce que si on veut que ces robots deviennent intelligents, le pari que fait Neo, c'est
c'est de mettre ces robots dans la vie quotidienne, parce que aujourd'hui des robots ils existent dans les usines, mais l'environnement est trop normalisé pour permettre à une intelligence artificielle d'apprendre. Et donc le fait d'introduire des robots humanoïdes dans notre quotidien va propulser, à condition bien évidemment qu'on puisse récupérer la data et l'utiliser. Et là-dessus, encore une fois, vous n'avez pas le choix quand vous achetez un Neo que de refiler cette data, va permettre l'entraînement de ces robots. Sur le danger de ces robots, juste un petit point, parce que ça a été étudié. Je vous rappelle quand même que c'est une boîte norvégienne, donc on a affaire à des hobbits, donc ce sont pas des orques, comme en Californie. Donc les robots sont hyper safe. Ils pèsent 30 kilos, c'est pas neutre 30 kilos. Ça veut dire que si votre robot tombe sur quelqu'un, normalement, et puis il est entièrement mou. La matière a été calculée. Par exemple, le moteur n'est pas dans le bras, le moteur est à l'intérieur du torse, et c'est un jeu de tendons comme des marionnettes, comme le corps humain, c'est-à-dire que vous n'avez pas la force et le poids du moteur dans les bras. Donc quand vous prenez par exemple un bras de Neo dans la gueule, c'est assez flasque, c'est assez mou, c'est super bien pensé, c'est vraiment... Ils sont forts, c'est nordique. C'est de la super technologie, et je le dis, et c'est effectivement une technologie européenne. Non, c'est vraiment super bien. Allez vraiment étudier ce qu'ils ont fait, c'est très 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 intéressant. Sur le marché, colossal. Morgan Stanley projette 38 milliards pour les humanoïdes en 2035, avec un potentiel de 1 trillion de dollars. Et la feuille de route, tu as raison, Angie, c'est des milliers d'unités en 2025, des dizaines de millions en 2026, des centaines de milliers en 2027 et des millions en 2028. C'est ça la feuille de route qui est annoncée. Bon, alors, ça va faire comme les Tesla. Vous pouvez les précommander aujourd'hui. Vous devez payer $200 d'avance. Donc, c'est exactement la même stratégie qu'avec le modèle Y de Tesla à l'époque. Est-ce que ça sortira en 2026? J'en suis pas sûr. Aucune garantie là-dessus. Mais en tout cas, le coup de départ est lancé. Ça, c'est clair. Cette boîte est européenne. Ils sont en Norvège. Ils ont tout fabriqué en Norvège. Et ils ont déplacé le headquarter de la boîte à Palo Alto parce que on est à l'ère de Musk, lapsus révélateur, on est à l'ère de Trump, et que il faut fabriquer, manufacturer aux États-Unis, et que on n'est pas capable de financer, bordel, des boîtes comme ça. Alors c'est formidable une boîte comme ça. Formidable. C'est formidable. Ils ont besoin d'1 milliard et ils ne peuvent pas le trouver en Europe. Ils sont obligés de partir et de changer leur headquarter pour aller trouver ce milliard aux US, parce qu'il y a que là-bas où il y a de l'argent. Je pense qu'au-delà du financement, c'est aussi l'adoption. C'est-à-dire qu'ils ont deux choix. C'est soit aller en Asie, donc tu vas en Chine ou au Japon, où il y a beaucoup d'utilisation de robots, même domestiques, et les gens sont prêts à l'adopter. Ou alors aux US, où tu as des cérébrés comme moi qui seraient prêts à acheter un truc comme ça juste pour faire partie de l'innovation. Et donc du coup, forcément, tu as des investisseurs qui sont chauds. Nous, le marché en France, tu parles à qui tu, en Europe, personne va laisser rentrer un robot avant 10 ans, avant que tout le monde l'ait déjà utilisé. Mais c'est ça et le que problème ça soit, de l'Europe. Le robot, il doit être RGPD, il doit être machin, il doit avoir une pastille sur le front qui dit je suis safe. Enfin, je suis pas safe. Alors avec la petite astérix. C'est ça le vrai problème, NG, de l'Europe. Ouais, c'est effectivement l'absence de consommateurs curieux. C'est ça notre problème. On a peur. On a peur et je le vois bien, les commentaires que j'ai vus sur LinkedIn face à l'annonce de ça. Oui, c'est oh là là, c'est quoi encore cette connerie, le bœuf bourguignon et la blanquette de veau, c'est ça. Quoique, pourquoi Neo, on peut entraîner Neo à faire de la blanquette. Je dirais pas que ça, je dirais aussi, et peut-être que c'est un sujet un peu annexe, un peu adjacent, mais qui est quand même le cœur du sujet sur l'adoption. On est un continent où les gens sont excessivement riches, excessivement vieux par rapport aux autres pays. Quand tu regardes en France, mais le chiffre est affolant, je crois que c'est 5 ou 6% de la richesse nationale est détenue par les moins de 35 ans en France. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Évidemment que quelqu'un de 60... Non, l'inverse. Oui, d'accord, oui, c'est les vieux qui ont le pognon. C'est les vieux qui ont le pognon. Mais justement, c'est les bons clients pour ça. En fait, le problème, c'est que non. Parce que pour le coup, eux ont peur, beaucoup plus. Parce que quand tu regardes un peu quels sont parce qu'en fait, dans ce genre de situation, c'est la courbe de Rogers. Donc, t'as innovators, early adopters, early majority, late majority, et puis le dernier, j'ai oublié lequel c'est. En fait, là, il faut, pour des produits ça, il faut des innovators. Et innovators, c'est des mecs comme NG. Même moi, je suis plutôt early adopters. Je sais même pas si je suis innovators. Alors que pourtant, je suis un mec, j'adore ça, j'adore tester des nouveaux trucs et tout. Mais c'est pour te dire que si même moi, je me dis, je regarderais quand même un petit crash test ou deux avant de le prendre,
Mais alors, imagine-toi, alors que je suis dans la technologie, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai moins de 35 ans, tout ce que tu veux, mais imagine celui qui a 50, 60 ans, qui aime lire des bouquins, se promener au parc, et enfin, c'est vraiment, on a des années-lumière de cet amour, on va dire, de l'adoption. Et pour le coup, paradoxalement, les Nordiques ont une capacité d'adoption de la technologie qui est bien supérieure à la France, je pense, notamment la Suède, la Norvège. Parce que eux ont embrasé beaucoup plus chier dans leur vie aussi, quoi. Peut-être de Alors, ça. si vous me permettez d'apporter ma pierre pour le débat sur les early adopters, ça je saurais pas dire. Donc, je vous laisse à ce propos-là de vos propos. Voilà, je vous laisse la réponse. Je me désolidarise fermement, voilà, de manière républicaine. Non, mais plus sérieusement, enfin sérieusement pour moi, hein, le fait d'aller aux États-Unis, je trouve que t'as effleuré un truc, Carlos, qui est quand même super important, c'est que en effet, si tu veux produire pour attaquer le marché américain des biens, je parle pas de services, mais de biens, tu es obligé de construire aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est une donnée qui est acquise. Et donc, si tu veux produire des robots, des voitures, tout ce que tu veux, maintenant, faut que tu ailles aux États-Unis. Mais ils les produisent en Norvège, non, One Time? Une partie des choses sont produites en Norvège, mais l'assemblage final est prévu pour être fait aux États-Unis. Voilà. Donc, vous verrez ce point-là. Et le deuxième point sur le manque de financement, enfin, nous, en tout cas en cybersécurité, c'est un truc que nous disent souvent les entrepreneurs, c'est qu'en fait le marché unique européen n'existe pas. En fait, le marché européen est profondément fragmenté, donc forcément quand tu veux aller à l'échelle, attaquer un marché relativement bien intégré, le plus intéressant c'est d'aller aux États-Unis pour à la limite ensuite attaquer le reste du monde. Donc moi ça me paraît pas déconnant de ce point de vue-là. On perd un entrepreneur et une boîte à nouveau, quoi, en fait. On va parler sexe parce que, oui, voilà, les techos de la Silicon Valley ont enfin trouvé chaussures à leurs pieds. Je vais encore me faire défoncer avec ce segment par les féministes. Les gens sont en train de dire qu'ils peuvent pas regarder Silicon Carnet. Hein, les féministes, c'est pas possible. Mais c'est une vérité, c'est pas. Ah mais là on est sur du purement factuel factuel et ça va même dans le sens des féministes. Non. Oui, mais j'ai des critiques de gens qui disent que l'émission Silicon Carnet est trop masculine, que notre vocabulaire, les sujets qu'on choisit, les invités, c'est pas inclusif, que c'est pas un safe space pour les femmes de la tech en France. On avait fait une super émission avec Solène et Mathilde qui était méga intéressante. Ils sont un peu durs les gens. En tout cas, Yasmine a passé un super moment avec vous tous lors du festin. Est-ce que Yasmine est revenue au bureau traumatisée ou est-ce que tu as noté un changement le vin était pas terrible, elle m'a dit le vin était pas terrible. Ça c'est une question de moyens de production mais au-delà de ça tout va bien. Bon, alors on va parler de sexe. Écoute, c'est un sujet qui est intéressant parce que moi je l'ai vécu un petit peu comme un film de James Bond. C'est une nouvelle qui a été dans le Times of London, qui vient de publier une enquête explosive qui révèle que la Chine et la Russie utilisent, alors effectivement, Jérémy, on a l'impression de découvrir un truc, utilisent massivement ce qu'on appelle des honey traps, c'est-à-dire des femmes séduisantes pour espionner et voler les secrets technologiques de la Silicon Valley. Explique-nous comment c'est possible et comment ça marche. Oui, on redécouvre le fil à couper le beurre, hein, c'est-à-dire que les hommes seraient sensibles au charme féminin. C'est comme quoi on invente des choses tous les jours. C'est très intéressant, ça nous a fait réagir chez Risque Intel Média parce qu'on parle beaucoup de sujets de cyberespionnage. Bon, le cyberespionnage, c'est quoi? C'est de l'espionnage dans le cyberespace, c'est du vol de propriété intellectuelle notamment. Mais ce qu'on se plaît à rappeler assez souvent, c'est qu'en fait, derrière la technologie, en réalité, on cherche simplement à hacker le cerveau humain. Et en l'occurrence, cette enquête révèle quoi? C'est que pour hacker le cerveau, on peut passer par un autre organe. C'est une backdoor qui est située, un peu en dessous du bas-ventre.
et qui, pour les féministes, c'est vrai, c'est une backdoor très masculine pour le coup. Et c'est un peu ce qui se passe avec cette histoire de révélée par le Times of London, mais c'est quelque chose qui est su depuis longtemps. En fait, si on fait un petit retour historique, pendant la guerre froide, on avait les hirondelles, donc ces espionnes russes. Identifiées par les services secrets anglais notamment, hein, parce que bon, les femmes russes, et donc ça, c'était un des moyens du KGB justement pour extraire des informations. Ce qui est intéressant, c'est que ça prend plusieurs formes, parce que et pas dans que des informations d'ailleurs. Oui, d'accord. Je viens de percuter. Ouais. C'est pas du tout safe comme émission. Je m'indigne fermement. Bon, bref. Mais oui, t'as raison, Carlos. En tout cas, en l'occurrence, ça peut prendre plusieurs formes, comme tu l'as dit. Il y a en effet, ça peut aller jusqu'à des relations, même des relations suivies. Ça peut aller jusqu'à des mariages. Ça, ce sont des histoires qui sont rapportées dans l'enquête. Évidemment, ils révèlent pas les noms pour des raisons évidentes, mais il y a des enquêtes là-dessus. Je crois que c'est plus 60 tentatives qui ont été identifiées pour la Chine par les services secrets américains. Donc, on est vraiment sur des hauts profils. Jérémy, c'est que l'approche se ferait à travers LinkedIn. LinkedIn deviendrait une sorte de plateforme. Totalement. Exactement. Ouais. Totalement, c'est via LinkedIn, mais c'est via même des moyens plus sophistiqués. On va aller dans des conférences, des événements professionnels, se faire passer pour des entrepreneuses ou des personnes qui travaillent dans la levée de fonds. On est sur de la démarche en effet très sophistiquée. Attention au terme entrepreneuse. Levée de fonds. Oui, non, entrepreneuse surtout. Ouais. Entrepreneuse et levée de fonds. Je crois que c'est entrepreneur le mot. C'est vachement, en fait, Oui. Comment dire. Moi, je me rends compte que j'ai jamais été approché, quoi, en fait. C'est-à-dire que, en fait, je n'ai absolument aucune valeur. Non, mais c'est que je me rends compte, c'est que je ne représente aucune valeur pour la Chine ou la Russie. Non, mais pourtant, t'étais beau gosse, et t'aurais pu, mais c'est juste, il faut travailler dans une boîte stratégique, en fait. Et c'est pas nouveau dans la Silicon Valley. Et moi, dans la Silicon Valley, moi, j'ai des potes qui m'en ont parlé de réunions comme ça, où en gros, où et il y a même 10 ans, hein, c'est pas du tout nouveau. Je pense que là, il y a une recrudescence de ce crime organisé parce que il y a beaucoup d'innovation en ce moment à Silicon Valley, beaucoup d'argent. Mais moi, on m'en a déjà parlé que tu as des HR qui font des réunions en mode attention, si vous êtes dans une soirée, qu'il y a une fille qui a un 10 sur 10 et que voilà, de toute façon, il y a une réalité, c'est que la plupart des mecs qui bossent en start-up aujourd'hui, c'est pas des tombeurs. Là, tu vois, ce que vous voulez, mais c'est la vérité. Alors soit parce moi, quand je rentre en France, je trouve tout le monde beau. Mais c'est vrai. Oui, mais voilà ce que j'allais dire. C'est vestimentaire. Dans la rue, les mecs, les femmes, tout le monde est beau. Et je te parle pas on vit au pays des moches, nous. Hein, non, mais c'est en fait, il y a l'apparence. Ouais, je pense. L'apparence, elle est beaucoup moins importante. Et d'ailleurs, tu le vois, tu vois, genre à San Francisco, les gens ils s'habillent pas incroyablement bien, ils conduisent pas des voitures de dingue, ils s'en foutent et ils ont raison. En vrai, c'est ce que t'as dans la tête, etc. Donc les mecs ne prennent pas soin d'eux forcément. De toute façon, à San Francisco, il y a un ratio de mecs et de meufs qui est complètement aberrant. C'est genre t'as 90% de mecs pour 10% de meufs. Et en plus, les bars, ils ferment à 10h et les boîtes, elles ferment à minuit et demi. C'est une ville chiante, il fait gris, etc. Donc, tu vois il y a énormément d'homosexuels. Donc, pour les femmes, c'est en plus le marché est réduit aussi parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels. Donc, c'est clairement le lieu propice. T'as des gens super intelligents qui touchent à des trucs stratégiques techno qui peuvent se laisser aller parce que ça fait 6 mois qu'ils ont pas vu un bout de sein et du coup, forcément, ils tombent dans le piège. Donc, moi, ça m'étonne pas et c'est pas nouveau, mais c'est vrai que ça fait peur. Et je suis content d'être à Miami du coup. Il y a cette phrase aux US qui dit « If she's a 10, you're an asset ». C'est-à-dire qu'en gros, si la fille que vous avez en face de vous est un canon monumental, c'est certainement que vous êtes une cible. C'est d'ailleurs la déclinaison géopolitique de « There is no free lunch », je crois. Oui, absolument. There is never free lunch. C'est très vrai. c'est très vrai ce que tu dis. Non, mais moi, je découvre ce truc-là parce que je ne pensais pas. Je savais je pensais que ça existait, mais dans ces proportions-là, je ne pensais pas. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que c'est dans des proportions absolument colossales, puisqu'il y a une enquête du département de justice qui a estimé que la valeur des secrets volés justement par ces honeypots représenterait 600 milliards de dollars par an. Donc on n'est pas en train de parler de trucs
anodin. Hein. Ouais, c'est la valeur, je crois, globale de tout le cyberespionnage chinois. Pas uniquement ça, mais en effet, cette méthode, elle revient. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi les Chinois et les Russes ne s'en plaignent pas? Est-ce que c'est parce qu'on n'a rien à leur voler, ou est-ce que c'est parce que nos femmes sont pas assez belles? Bah, il a pas tort, il a pas tort! Il a pas tort! C'est qu'il a pas tort! Je plaisante. Non mais c'est vous voulez vraiment. Au cas où, non mais attention, fais gaffe parce que moi aussi je balance des trucs d'humour, ça me crée plein de problèmes. Là, si en plus c'est la première fois que tu viens, Jérémy, j'ai déjà, je suis déjà sur la sellette. J'ai dit l'autre jour, j'ai dit sur LinkedIn, j'ai l'impression que ma tête est mise à prix. Une femme m'a répondu, ce n'est pas ta tête. Donc qui est mise à prix. Donc là, si tu rajoutes ça, non, mais c'est vrai. Et pourquoi ils ne s'en plaignent pas? Alors je sais pas. Est-ce que effectivement ça n'existe pas dans l'autre sens? La réponse des États-Unis, c'est que déontologiquement, les Américains disent nous ne faisons pas ça. Alors bien évidemment, là aussi. Non, après, moi je pense que la raison principale pour laquelle les Américains font pas ça, c'est qu'ils ont pas grand chose non plus à voler d'un point de vue espionnage industriel. Beaucoup plus, à mon avis, d'un point de vue géopolitique, géostratégique, militaire. Et je suis d'ailleurs quasi certain qu'ils le font sur ce sujet-là. D'un point de vue technologique, peut-être un peu en Chine, peut-être un peu en Israël. Je suis pas sûr qu'ils aient quelque chose d'autre à voler ailleurs. En vrai, ils s'en sortent très bien tout seuls. Il suffit juste d'avoir des gros fonds d'investissement pour finalement avoir toutes les technologies du monde chez eux. En revanche, là où les gens ne se rendent peut-être pas compte aussi, c'est que, en tout cas dans l'audience française, c'est que San Francisco c'est collé à la Chine et au Japon et à la Corée d'un point de vue, on va dire géographique. Et donc il y a déjà une énorme immigration asiatique. Dans la côte ouest américaine. Plus de 30% de la population à San Francisco est asiatique. Ouais, les gens pensent que San Francisco est une ville européenne. C'est totalement faux. C'est de culture asiatique. Exactement. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que les gens ne se rendent pas compte du coup que c'est pas comme si t'étais, je sais pas, dans une, je sais pas, t'es à Périgueux en France. Oui, effectivement, tu vois 10 femmes chinoises débarquer magnifiques. Ça paraît bizarre dans le lieu où t'es. À San Francisco, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent des continents asiatiques, que ce soit d'ailleurs même très directement, ils ont immigré, ou de une génération ou deux générations de parents. Moi, je suis assez ami avec un top exécutif de Amazon, de AWS, qui vit du coup à San Francisco et qui là a bougé récemment à Barcelone. Bah, en fait, il est marié à une asiatique. Enfin, une femme américaine. Certainement une espionne chinoise. Certainement une espionne chinoise. Je vous montre là quelques images des principaux des principaux dirigeants de la Silicon Valley. Vous avez Larry Ellison et vous remarquerez, et là je veux pas faire mon complotiste, mais souvent leurs femmes sont de nature, sont d'origine asiatique. Hein. C'est assez troublant d'ailleurs hein, quand vous regardez les photos. Donc de se dire que tout ça n'est pas une entreprise. Non, mais d'ailleurs tous ceux qui sont pas mariés avec une femme qui était asiatique, ils ont tous bougé de San Francisco. Ou alors ils ont échoué dans leur entreprise, peut-être aussi, c'est possible. Mais non, mais il faut le dire, effectivement, la population, c'est un truc historique, Valorant. C'est-à-dire que le peuple, il y avait une immigration chinoise aux États-Unis au 19e siècle qui était très importante et qui a été massivement utilisée pour fabriquer le chemin de fer. Et la dernière ville qui a été équipée en chemin de fer, c'est San Francisco. Donc cette population asiatique qui a fabriqué tout ce chemin de fer de l'est à l'ouest s'est retrouvée à San Francisco, dans la baie de San Francisco, et s'est sédentarisé ici parce que c'était la fin des travaux, et donc on a historiquement une population asiatique importante. Ensuite, il y a eu d'autres vagues d'immigration asiatique, bien évidemment, et elle continue encore aujourd'hui, en tout cas un peu moins maintenant depuis Trump, c'est évident. Il y a d'autres techniques, Jérémy, que cette technique du honeypot, hein, qui sont employées par notamment la Chine. Je découvre la technique du drafting. Tu connaissais ça, Jérémy? Écoute, je l'ai découverte en préparant l'émission quelque part, mais ça me rappelle, si tu veux, une affaire qui a eu lieu là récemment
Il me semble que c'est aux Pays-Bas, où en fait une start-up, enfin non, pas une start-up, mais une entreprise technologique dans les semi-conducteurs a été reprise justement par le gouvernement, justement pour lutter contre l'influence chinoise du fait de la possession capitalistique par des Chinois de la dite entreprise. Je vais te retrouver le nom, ouais, c'est Nexperia. Alors j'explique le drafting. Et tu vas nous illustrer ça avec Nexteria. Mais le drafting, c'est effectivement ça. C'est des fonds chinois qui investissent délibérément dans des startups qui ont reçu du financement du département de la Défense. Et il y a une sorte de règle aux États-Unis, c'est qu'à partir du moment où il y a un certain pourcentage de la propriété de l'entreprise qui devient étrangère, il y a un seuil qui souvent est méconnu par les entrepreneurs. À ce moment-là, le DoD, c'est-à-dire le département de la défense américaine, ne peut plus investir dans cette boîte-là et elle est considérée pratiquement comme une boîte suspecte, comme une boîte à la solde d'une nation potentiellement ennemie. Ouais, ça c'est une technique de blocage, donc en effet c'est assez malin, mais justement pour reprendre mon exemple, je pense qu'il faut vraiment observer les investissements qui permettent ensuite de placer par exemple un CEO chinois, de mettre certains ingénieurs venant directement de Chine, justement pour exfiltrer des technologies. Et en l'occurrence dans l'histoire de Nexperia, c'était un peu ça le risque en réalité, et le gouvernement, en l'occurrence des Pays-Bas justement, a bloqué tout un ensemble de décisions dans la boîte. Il n'a pas nationalisé, mais en gros, il a mis en œuvre une loi qui date, je crois, de la guerre froide, quoi, grosso modo, pour justement s'assurer que les technologies ne soient pas complètement vidées et emmenées vers la Chine, justement parce que de l'autre côté, tu as la pression des Américains qui font tout ce qu'ils peuvent pour éviter qu'il y ait des transferts de technologies au niveau des semi-conducteurs, de l'IA et puis d'autres secteurs qui sont listés, vers la Chine. Donc, pour moi, si tu veux, ça rentre dans des stratégies que je qualifierais de capitalistiques, tout simplement. Maintenant, il n'y a pas que les Chinois qui font ça. Il y a aussi d'autres pays qui investissent dans nos entreprises technologiques. Donc c'est bien de regarder. Vous voudrais dire que les Américains font ça aussi en Europe? Tu penses? Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Nous aussi, on l'a fait. Enfin voilà, le capital n'est pas neutre. Le doux commerce, oui, d'accord. Mais derrière les intérêts commerciaux, tu as aussi des logiques de guerre économique. Et c'est pour ça que c'est marrant finalement. Bon, cette histoire elle est rigolote avec les espionnes, mais c'est pour ça que je faisais le parallèle avec la guerre froide. C'est parce que, la guerre froide, c'était du sérieux. Enfin, pour ceux qui ont vécu ça, on avait peur d'une guerre nucléaire à tous les instants. C'était pas véritablement froid, puisqu'en plus il y a eu pas mal de conflits. Et aujourd'hui, on se retrouve avec les mêmes méthodes que pendant la guerre froide. Et ça en dit long sur le climat qui aujourd'hui structure les relations internationales avec cette confrontation entre la Chine et les États-Unis, et en même temps cette hybridation, comme vous l'avez fait remarquer tous par rapport à San Francisco, cette hybridation finalement entre l'Asie et les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est pas juste un pays de WASP, c'est vrai qu'il y a aussi les Noirs, mais il y a également aussi les Asiatiques, et on les oublie un peu. Les Asianes américaines qui sont eux américains totalement et qui sont très présents, notamment en Californie. Et je rajouterais, parce que c'est un truc peut-être dont les gens se rendent pas compte, Trump est très bruyant dans sa guerre avec la Chine, avec son fameux China. Et la réalité derrière, c'est que il paraît parfois un peu pour une espèce de clown illuminé qui veut faire la guerre juste à la Chine parce que c'est le numéro 2 dans les pays puissance mondiale. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est aussi parce que la guerre la menace Chine, est réelle. La Chine, qui pour le coup, elle ne fait zéro bruit sur ce qu'elle fait. La menace est réelle. En Europe, elle a, par rapport à l'Europe, elle a surtout complètement dézingué la présence européenne en Afrique, par exemple. Et elle essaye de faire pareil aux États-Unis sur le sol américain, sachant qu'il y a quand même quelques boîtes qui sont au milieu un peu de ces trucs-là. Des TSMC, par exemple, Nvidia aussi du capital chinois, Broadcom qui est dans le top 10 des capitalisations boursières. C'est des boîtes où il y a une partie des investisseurs qui est chinois. Un copain à moi qui vient de prendre le poste de CEO dans une boîte qui travaille dans le domaine des chipsets et qui est un fournisseur de Nvidia, il m'a dit, voilà, j'ai été nommé CEO, la boîte est cotée en plus sur le New York Stock Exchange. 48 heures après ma nomination, j'avais FBI et différentes agences américaines
qui m'ont convoqué à Washington pour des entretiens et c'était très 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 sérieux pour me poser des questions et pour m'alerter et me mettre en garde face à certaines menaces très réelles, me demander aussi quels étaient mes projets, ma roadmap en Chine, mes sous-traitants en Chine, etc., etc. La guerre est absolument réelle, ça c'est clair, et la menace chinoise, elle est prise très très au sérieux par l'administration. Ils lui ont dit aussi de faire attention aux sextos via LinkedIn ou pas? Alors, je connais bien sa femme, donc j'ai l'impression que le couple est solide, en tout cas pour le moment. Mais quand je vois effectivement les photos de ses dirigeants et leurs compagnes, peut-être qu'effectivement il y a une menace là aussi, pas simplement sur les États-Unis, mais aussi sur son couple. Mais non, mais, Bon, mais pour écoutez, le coup, je termine juste là-dessus. Mais au-delà de la blague, il va y avoir un vrai sujet sur lequel les États-Unis doivent être ultra prudents. C'est que le racisme américain, il est réel. C'est un truc qui est culturel assez violent là-bas, beaucoup plus qu'en Europe. Et il faut faire attention parce que ils peuvent rentrer, comme ça a été le cas dans leurs histoires avec les communistes, dans une espèce de grand truc de ennemi de l'intérieur. Et on peut se retrouver aux États-Unis d'ici 3 à 5 ans avec un vrai racisme systémique envers les Asiatiques. Et comme en plus les redneck MAGA, comme ça a été le cas avec les Japonais, entre des gens d'origine coréenne, d'origine japonaise, d'origine chinoise, ils font aucune différence. On peut se retrouver, mais vraiment pour le coup, ça peut être un vrai fléau de société où il y a en fait des millions d'Américains qui, en fait, de leurs origines asiatiques, se retrouvent à subir du racisme des gens, à stigmatiser. Mais c'est déjà un peu le cas. Hein. C'est déjà un peu le cas, effectivement. Pour NJ a absolument raison. Ce racisme, il existe déjà aujourd'hui sur des populations qui sont américaines déjà depuis plusieurs générations et qui souffrent effectivement de cette stigmatisation à l'heure aujourd'hui de cette guerre froide entre l'Amérique et la Chine. C'est absolument évident. Bon les gars, c'était un bon épisode. Je suis fier de vous. Vous êtes contents de vous, de votre côté, ça va? Ouais. Moi, j'aurais juste un conseil pour nos amis ingénieurs. Protégez vos logiciels et protégez vos slips. Ça marche pas? Non? Vous protégez votre petit cœur. C'est pas mal comme mot de fin. Ouais, c'est pas mal. On trouvera pas mieux. Slogan. Non, mais on peut faire une campagne de cyber, tu vois, genre pour les ouvrir à ces risques-là, que oui, vous pouvez vous faire hacker autre chose que votre serveur, tu vois. Ouais, ça peut être pas mal. Ça pourrait être, la menace n'est pas juste dans votre tête, elle est dans vos slips ou un truc comme ça. Ouais, je pense. Bien, on bosse sur ça, on s'envoie des drafts. Je vais marketer ça. Not your slip, not your coins. Ah ouais, par exemple. Ah, il y a quelque chose à faire, moi, je pense. Moi, j'ai adoré la discussion, surtout vous. Moi, je pense que j'ai dit que des bêtises, mais non, tu étais formidable. Tu es formidable. Ton bisutage s'est très bien passé et on sera ravis de te retrouver. Et tu es le bienvenu dans la bande de Silicon Carnet. Merci Carlos, et j'ajouterais que tu es vraiment le plus beau. Il a bien retenu la leçon. Jérémy, tu fais bien de me dire ça parce que du coup, je vais te mettre devant sur la Minia. Parce que tu l'as dit ça, en fait. Je te mettrai en face sur une bonne position sur la Minia. Allez, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'on n'a pas dit trop de conneries. S'il vous plaît, je le dis, on se calme 2 minutes. On peut aussi plaisanter, on peut dire des choses. Des fois, le second degré existe. D'ailleurs, vous avez vu le petit clip là de Valérie Lemercier sur le premier degré? Elle a fait un truc avec le Palma Show, un truc où elle explique c'est la fin du premier degré. C'est la maladie. Vous avez pas vu ce petit clip, la maladie, ou je sais plus quoi, c'est hyper drôle. Silicon Carnet, des fois, on essaye de plaisanter, de donner un peu de légèreté. Il faut pas tout prendre au pied de la lettre et ne pas tout prendre au premier degré. Donc voilà, merci en tout cas de nous écouter de plus en plus nombreux. Ça me fait énormément plaisir. Et je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous samedi pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Allez, hasta luego amigos, bye bye.